La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs. Elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes, à notre environnement. Hélas, j'aimerais dire que la grève n'a pas pris. Je sais que lorsque je dis cela, tout de suite, ils sont nombreux à se dire encore un bidas qui veut tordre le cou à la démocratie. Encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Cependant, de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Canal K et sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance africaine. Bienvenue dans votre émission, La Voix du Peuple, dans sa rubrique Interview exclusive. Les Africains ont suivi avec un grand intérêt le discours souverainiste, le discours courageux des chefs d'État africains à la 118e section de l'Assemblée générale de l'ONU. Un discours déjà tenu par des chefs d'État africains, mais comment joindre l'acte à la parole? Comment établir un rapport de force sur tous les plans, armée, économie, industrie, pour qu'on valorise ou on revalorise ces discours si courageux qui fait la fierté de tous les Africains? Comment également les peuples africains peuvent s'organiser pour soutenir ces chefs d'État africains, surtout francophones, qui tiennent ces discours? Nous allons en parler tout de suite dans cet entretien exclusif avec Varry Sossoé, qui est universitaire togolais. Il est aussi président par intérim de CTS, Communauté togolaise en Suisse. Varry Sossoé anime également une émission sur Radio Avou l'été, Conscience citoyenne. Varry Sossoé, bonjour. Bonjour Amos. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci. Heureux de te rencontrer ici même à Fribourg, une ville qui nous accueille, vous accueille ici. Vous nous venez de Genève. Comment va la vie de Genève? D'abord, bonheur partagé. Hein? Je partage ton bonheur. Genève va bien, Genève va très bien. C'est une ville internationale, donc ça bouillonne de multi-ethnicité, etc. Et bon, tout va bien. D'accord. Alors, à l'entame, on parlait du panafricanisme, de ce discours qui a émerveillé tous les Africains. Hein? Mais tout de suite, on va commencer d'abord par ces propos, dira-t-on, sangle de bois haineux, ou propos insultants du politicien français Éric Zemmour, hein? Je ne sais pas si je prononce bien le nom, qui disait, maintenant ces temps-ci, les Africains disent que nous ne voulons plus de la France chez nous. Éric Zemmour dit aussi, oui, si les Africains tiennent ce discours, oui, nous, la France aussi, on ne veut pas des Africains chez nous. Quelle est votre réaction? D'abord, je pars du principe qu'aujourd'hui, on ne peut pas écarter l'actualité et la nécessité même de la coexistence des peuples. Donc, sur ce point-là, il faut écouter ce monsieur-là qui, on le connaît bien, c'est un raciste, hein, et des propos haineux vis-à-vis des étrangers en général. On peut dire que c'est quelqu'un qui écarte tout simplement le principe de la coexistence. Deuxième point important, c'est qu'on a l'impression que ce monsieur ignore les siècles d'oppression
que les Africains ont vécu. Et donc, si les Africains réagissent aujourd'hui contre la colonisation, le néocolonialisme, ils ont bien raison. Et il faut comprendre que ce n'est pas contre les populations françaises, disséminées ça et là en Afrique, qu'on chasse de l'Afrique. Certains dirigeants l'ont bien spécifié, clarifié. Non, c'est les États, les puissances occidentales qu'on est en train d'avertir, qu'on est en train de renvoyer chez elles et depuis l'Afrique. Et donc, ce monsieur-là fait l'amalgame entre les États, entre les rapports inter-États et les rapports interpopulation des citoyens lambda. Donc c'est un discours incongru, je dirais sur le point des principes aussi infondés, parce que nous sommes tous appelés à vivre ensemble le monde en commun. Ce n'est pas les Africains qui ont inventé la globalisation. Et donc la globalisation, l'idée... Ce politicien pense, ou bien il affirme que la France a beaucoup fait pour l'Afrique. Bon, ça c'est des gens qui, je pense que c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge d'ailleurs, parce que on sait bien que c'est nous qui fournissons on leur fournit, c'est même un terme mauvais, inadapté à la situation. C'est chez nous qu'ils prennent les énergies, les matières premières, les ressources minières pour venir enrichir le... Donc, comme l'avait dit quelqu'un, si l'on veut bien penser les choses, c'est plutôt les Africains qui font développer les Occidentaux. L'Occident se développe depuis les esclavages, depuis la traite des Noirs, à partir de la main-d'œuvre, à partir des richesses aussi, exploitées déjà depuis longtemps des Occidentaux, par les Occidentaux, des richesses africaines exploitées par les Occidentaux. D'accord. Donc, oui. Donc, disons que sur tous les plans, ce discours-là est biaisé, teinté de racisme, et voilà, il fait l'amalgame des rapports entre citoyens et intercitoyens, et interpopulation et rapports interétatiques. D'accord. Alors, vous avez suivi ce discours de beaucoup de chefs d'État africains. On parle aussi de la transition, des transitions au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, surtout le discours de Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry. Ces discours ont émerveillé beaucoup d'Africains. On nous dit maintenant, c'est maintenant qu'on devient, entre guillemets, africain. On devient plus fort. Mais justement, ces discours ont été tenus par certains chefs d'État africains il y a plusieurs années en arrière. Comment arriver maintenant à joindre l'acte à la parole, puisqu'on parle du panafricanisme, donc Nkrumah, souveraineté, partenariat gagnant-gagnant. Quelle est votre impression après avoir suivi ce discours à l'Assemblée, à la 78e sommet de l'Assemblée générale? Ces discours tenus par ça et là, par nos chefs d'État, sont encourageants. Pourquoi je le dis? Parce qu'on voit bien que nous, panafricanistes, nous ne pouvons que abonder dans leur sens, avec des réserves. Les réserves touchent à la pratique de ces chefs d'État encore. Donc on a l'impression qu'on tient un discours, mais la pratique ne suit pas. C'est un vaste débat. Et quand on veut parler de pratique, la mise en pratique de ces discours-là, on va toucher dans tous les domaines de la production humaine, tous les domaines de la civilisation humaine. Donc de l'économie, du social, du culturel, du nucléaire. Nous, les Africains, nous devons penser à cela. Je viendrai après là-dessus. Donc de l'armement, tous les domaines artistiques, éducationnels, communication. Nous vivons à l'ère de la communication. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose par rapport à ça. Nous utilisons des matériaux, du matériel occidental, produit par l'Occident. Bien, il faut bien que les choses soient produites de quelque part. Les choses dont on use, il faut que ça soit produit de quelque part, par quelqu'un nécessairement. Mais ce qui me vient à l'esprit, ce qui est une menace pour nous aujourd'hui à l'ère de la communication. Écoute-moi bien, Amos, nous utilisons les médias, YouTube,
Facebook, et tous les réseaux Instagram, sociaux, TikTok. TikTok, etc. Imaginons, et nous ne pensons pas à produire, nous ne pensons pas à concevoir un système de communication qui soit indépendant de cela. On consomme encore. On consomme tout. Donc, quand on parle du panafricanisme, pour vous, on doit tout faire pour avoir un rapport de force sur tous les plans. Absolument, on doit toucher tous les domaines. Et j'aime bien cette vision-là de Théophile Obenga, ce disciple de Cheikh Anta Diop, qui dit la renaissance africaine, c'est dans tous les domaines. Et il a cité tous ces domaines-là, économique, social, culturel, artistique, éducationnel, communication, jusqu'à l'énergie nucléaire. On était idéaliste en pensant que, bon, oui, comme on nous dit, cesser de produire des armements, etc. Et qu'à partir de là, il y aura la paix. On voit que les armements ne cessent d'être produits et donc il y aura toujours des agressions. Et surtout par les puissants, ce n'est pas les moins forts qui agressent. Et tout cela, il faut tenir compte de tout cela. Donc le nucléaire, les forces armées doivent être consolidées chez nous, nécessairement. Et en suivant cet exemple-là, en parlant de ça, je pense à ce que le Niger, le Mali, et le Mali d'abord, le Burkina Faso et le Niger ont initié. C'est fabuleux. Et certains le disent ouvertement que c'est déjà là les premières bases d'un État africain uni, d'une Union africaine reconstituée. Et tant mieux si cela arrive. Et ils l'ont bien spécifié, c'est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut y adhérer après. Malheureusement, aujourd'hui, on a ce conflit-là qui oppose le Niger à ses ex-autorités, etc., au point où la CEDEAO veut maintenant s'immiscer là-dedans, et pire, mener une guerre contre la CEDEAO. Au fond, l'idée, c'est que la CEDEAO doit mener une guerre contre un de ses membres. Mais ce qui est absurde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que dénonce d'ailleurs maintenant ces chefs d'État africains, surtout francophones, Mamadi Doumbouya, notamment à la 78e section de l'Assemblée générale à l'ONU. Oui. Je l'ai dit tantôt à l'entame de cette émission, la voix du peuple sur Canal K, sur Radio Avouleté. Oui. Les Africains sont émerveillés. Hein. On lit beaucoup de commentaires. Mais certains Africains sont encore un petit peu dubitatifs, disent que ces discours ont été tenus par le passé. Oui. Mais comment joindre l'acte à la part? Que faisons-nous pour établir un rapport de force? Pour établir un rapport de force conséquent, je pense que il doit y avoir une collaboration étroite entre ces chefs d'État-là et leur population. Est-ce qu'on en est là pour l'instant? Je ne crois pas. Enfin, on évolue parce qu'il y a une conscientisation, un éveil de conscience de la part des populations qui pousse par leurs actions, par les manifestations, on dirait, les chefs d'État à aller dans une direction qui satisfasse aux idéaux du panafricanisme. Tant mieux. C'est cela déjà le point initial. Vous avez encore évoqué ce mot, panafricanisme. Oui. Alors parlons-en maintenant, on va aller dans les détails plus tard. Alors, panafricanisme pour vous, qu'est-ce que vous imitez? Puisque des dictateurs aussi tiennent ce discours panafricain. Vous imitez quoi dans le panafricanisme? Oui. Puisque chacun voit le panafricanisme sur plusieurs angles. Bonne question. Et cette question-là touche à un point fondamental. Dans l'idéologie du panafricanisme, le point fondamental, c'est le respect qui est dû à l'homme noir, où qu'il soit. Et donc, il faut voir le panafricanisme comme discours idéologique tenu par les prédécesseurs, les laïciens, dont le nom m'échappe, mais ça va venir, qui mettait l'accent sur l'égalité des êtres humains, l'égalité des hommes. Et donc, aujourd'hui, ce qui veut dire traitement égal
On parle de Kwame Nkrumah et oui, bon, ceux qui sont proches de nous, Kwame Nkrumah et les Sélassié, jusqu'à ce que... Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, etc. Jusqu'à ce que l'humanité se considère comme une et égale, il y aura de la guerre. Ça, c'est la substance du discours d'Haïlé Sélassié, qui est devenu une chanson, une idéologie pour les Rastas. Donc, je dis le respect de l'humain, où qu'il soit, le respect de la personne humaine, si nos chefs d'État n'appliquent pas les principes qui sont liés à cet archet, hein, un principe des principes, la dignité humaine, c'est un principe le dernier. Si nos chefs d'État ne considèrent pas l'humanité des citoyens, de leur population, mais les maltraitent, etc., alors ils ne mènent pas la bonne pratique et ils ne lient pas la bonne pratique commandée par la raison et par l'idéologie panafricaniste. Ils ne lient pas leur pratique à leur discours. Ça, c'est un premier point. Donc, respecter l'humain, ça veut dire quoi? Dans tous les domaines, encore, j'y viens encore, dans tous les domaines de la vie, la coexistence sociale, politique, il faut ce respect-là d'abord permettre aux populations de user de leur parole, de la parole, user de leur verbe pour donner des orientations à ceux qui dirigent. En gros, libre expression. Libre expression, ce qui est un des principes importants pour vous les journalistes, la libre expression. Et ça me rappelle ce que Kant avait martelé de façon solennelle au XVIIIe siècle, sapere aude, ose user de ta parole. C'est dans le contexte de la nécessité de l'émancipation des peuples occidentaux, de la France par excellence. Et même s'il est contre la Révolution française, Kant disait qu'on devrait permettre à chaque humain de s'exercer à la parole, atteindre la maturité. Nos collègues, nos frères panafricains tiennent un discours aujourd'hui, par exemple, pour dire il faut que les peuples se prennent en charge, n'est-ce pas? Et puis s'émancipent de ce qu'on appelle aujourd'hui la junte. Donc les militaires de l'armée, les corps habillés. J'étiquette cela comme une demande de maturité de la part de nos populations. Mais est-ce qu'on est déjà à ce niveau? Et qu'est-ce qui se passe sur le plan concret? Des chefs d'État, des militaires patriotiques utilisent les éléments qu'ils observent au niveau des populations pour faire leur putsch. Parce que c'est une demande, ça devient une demande. Lorsque les populations en Guinée, au Niger, oui, tous ces militaires ont un seul mot, c'est-à-dire la malgouvernance. L'émancipation de nos peuples. Voilà, l'émancipation de nos peuples. Vis-à-vis pour sauver. Voilà. Nous avons écouté le cri de détresse de nos populations. Absolument. Une lutte contre l'hégémonie occidentale, contre l'hégémonie de toutes sortes qui viennent de l'étranger. Et j'engage, je vais plus loin en disant que ça veut dire quoi plus précisément? On ne remplace pas Pierre par Paul. Et ça, il faut le remarquer. Il ne faut pas pousser les gens dans cette direction. C'est-à-dire que ces chefs d'État qui tiennent ce discours souverainistes, panafricains, doivent joindre l'acte à la parole. Et nécessairement, ils doivent joindre l'acte à la parole. À Guinée-Conakry, on a eu, il y a quelques semaines, un opposant guinéen qui nous dit que Mamadi Doumbouya, est en train de piétiner l'opposition guinéenne. Oui, on va plus loin d'ailleurs en disant il a acheté des châteaux par-ci, par-là, il a volé de l'argent hier seulement ou bien avant-hier. Déjà, une enquête est menée aujourd'hui par des journalistes indépendants et qui révèlent cela. Ça suscite de l'indignation. En sachant que c'est la même personne qui tient le discours panafricaniste devant cette auguste assemblée du grand machin, comme dirait ce président français
De Gaulle, excuse-moi le trop de mémoire. Mais bon, donc, joindre le discours, joindre la pratique au discours veut dire non seulement, on a parlé de la libération de nos populations, des citoyens. Et il faut quoi encore? La pratique de quoi souffrent les citoyens? Quand les chefs d'État et leurs acolytes s'empochent des milliards, la bonne gouvernance sur tous les plans, le social, et lutter contre la pauvreté. Les idées qui nous sont venues sont celles-ci. Si un Togo, si un Bénin, un Niger veut vraiment joindre la parole à l'acte à la parole, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette jeunesse-là vraiment en misère? Nous sommes des pays essentiellement agricoles, on dit. Aujourd'hui, on a un domaine aussi qui attire beaucoup de jeunes. Donc, il faut commencer par travailler ce domaine-là. Travailler ce domaine-là. Implanter des industries agricoles. Des industries agricoles, d'abord, engager ces jeunes-là à cultiver la terre. En gros, ma question était posée il y a quelques minutes. Oui. Comment établir également un rapport de force sur tous les plans? Oui. Quand on tient ce discours, oui, on veut chasser la France, on veut chasser les Américains, mais on n'a pas les rapports de force. Franchement, est-ce qu'on n'est pas longtemps resté dans la dénonciation, dans la victimisation? Non, je pense qu'il y a un principe qui est acquis aujourd'hui, c'est la multilatéralité des relations. Ce n'est plus unilatéral, ce n'est plus la France et ses 15 États ex-colonies ou bien encore présentement colonies, mais il y a des relations économiques, militaires, stratégiques, etc. qui se nouent avec d'autres États, la Russie et la Chine. Ça permet nécessairement dans le rapport entre les États pour établir un rapport de force entre je vais vous taquiner encore un petit peu. Oui. Ce discours-là, on est content, on est émerveillé. On se sent africain quand on écoute ce discours. Oui. Alors, au-delà de ce discours, quand on tient ce discours, Oui. quand on a déjà tenu ce discours, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Dès maintenant, en commençant par ces chefs d'État africains. Bon, écoute... Pour établir un rapport de force. Puisque la politique, c'est l'économie. Sans l'économie, il n'y a pas de politique. Alors, si tu parles de l'économie, je me demande si tu m'as justement interrompu, puisque moi, je parle de la base de l'économie chez nous. Il faut exploiter cette jeunesse vigoureuse. Et dans le domaine que le chef d'État doit tout faire absolument, pour commencer à travailler. Commencer à travailler. Dès qu'on sort de la 78e session, on revient chez soi, on mobilise la jeunesse. Sankara l'a fait. Et Sankara l'a fait. Une région aride, un pays à climat aride, Sankara a permis que chaque citoyen puisse planter des arbres, les femmes produisent de la tomate, etc. Mais comment est-ce que la Côte d'Ivoire... Donc le rapport de force commence par... Ça commence par le travail. Et le travail dans les domaines qui nous sont spécifiques, on nous attribue. Ce n'est pas qu'on ne peut pas développer la technologie de communication. D'accord. Engager, mobiliser les jeunes selon leur talent et leur volonté, orienter-les dans la production, dans la découverte, dans l'innovation du domaine de la télécommunication, de la technologie de communication. Voilà encore un domaine où on peut mobiliser cette jeunesse-là au chômage, qui souffre du chômage. Une question qui taraude l'esprit de tout Africain. Pourquoi nous n'arrivons pas, quand je dis nous, y compris les chefs d'État africains, commençant par eux, qu'est-ce qui empêche les chefs d'État africains d'établir un partenariat gagnant-gagnant avec l'Occident? Je pense qu'il y a une question de peur. Il y avait une question de peur, il me semble. Il y avait une question de peur. Il me semble qu'il y a encore la peur chez certains de ces chefs d'État. Sankara n'a pas eu... Bon, ok, il y a la peur de quoi? Mais des assassinats. Peur de l'Occident et de ses représailles.
contre tous ceux qui vont s'élever contre leur hégémonie. Rappelons-nous ce que je rattache cela à un discours de Sarkozy il y a quelques années. Écoutez, l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, nous allons l'instaurer. Et croyez-moi, personne, je dis bien personne ne peut aller contre. À quoi fait-il allusion? À quoi fait-il allusion? Sinon que nous allons... Donc vous voulez insinuer que maintenant, ces chefs d'État africains, au Burkina Faso, en commençant par le jeune capitaine Traoré, Mamadi Doumbouya, Guinée-Conakry, au Niger, maintenant même au Gabon, n'ont plus peur des Occidentaux. Non, ils n'ont plus peur. Et c'est un bon début. C'est un bon début lorsque la peur disparaît. Vous êtes conscient que les populations vont les suivre? Mais les populations, c'est d'abord les populations qui les ont impulsés, qui leur ont impulsés. Mais pas aveuglement. Non, pas. Mais écoute, les populations, les gens parlent de panafricanisme intellectuel et ils dénigrent les populations en disant qu'ils ne sont pas encore éveillés aux méandres des problèmes que soulève le panafricanisme, donc ils ne sont pas suffisamment informés. Eux, c'est la passion, etc. Mais qui fait le travail sur le terrain? Ce n'est pas l'intellectuel qui est dans son bureau et qui pond des dizaines de livres, non. Ce n'est pas l'intellectuel qui fait de grands discours un peu à l'image de nos chefs d'État, non. Les jeunes, ils sortent et bravent la mort, signe d'absence de peur. Les militaires, les voyants, et les militaires, une chose, ce n'est pas par passion qu'ils se lèvent et disent non à la France, surtout aux Occidentaux. C'est par des principes constitutionnels. Lorsqu'il y a une crise dans un pays, et là je viens à la condamnation incongrue que je tiens pour incongrue des putsch. Personne ne veut un désordre dans un État. Mais l'intervention des militaires obéit bien à des principes, à un principe qui est bien constitutionnel, qui est établi dans toutes nos constitutions. Lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un désordre, il appartient au corps habillé d'instaurer l'ordre. Voilà. Ils sont dans leur mission. Tout à fait. Alors, vers ce soir, on va aller plus loin. On va revenir encore sur ce discours courageux, panafricain, souverainiste. On est Togolais. Nous, l'Africain, voilà, les Africains nous suivent aussi, mais nous, on vient du Togo. On a aussi entendu Robert Doucet, un ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas, au Togo. Il a aussi tenu un beau discours. Moi, je parle sa langue de bois. En temps normal, en tant qu'un Africain, un Béninois, qui l'écoute, qui ne connaît pas assez le Togo, mais l'histoire de la politique togolaise, me dit bravo, bravo, monsieur le ministre, un bon Africain, un bon panafricain. Youpi, on est dans le combat, la résistance continue. Alors, vous avez suivi, il a tenu un beau discours. Le Togo est un pays qui n'a jamais attaqué ses voisins. Le Togo est un pays de paix. Il a fait un discours en regardant droit dans les yeux les Occidentaux à l'ONU. Nous sommes fatigués de ça. Voilà, de vos contrats paternalistes. Il a sorti les mots que nous voulons. Mais maintenant, que vous inspire ce discours de Robert Doucet, vous en tant que Togolais? Oui, d'abord, il faut venir au fait que le Togo n'a pas toujours été, même si c'est un principe pour le Togo d'observer des prédicaments de paix, alors il a failli à des moments donnés à plusieurs reprises. Parce qu'on parle de l'ONUCI, le plus proche de nous, c'est l'ONUCI, et les militaires sont engagés, la police est engagée en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres événements où le Togo était engagé comme corps intégré au corps des Nations Unies, etc. Le Togo, on ne peut pas l'affirmer comme cela. C'est peut-être un principe, et comme tous les États l'ont, un principe régulateur, n'est-ce pas, qui dirige les États. Mais le Togo n'est pas un État de paix. La première des choses... Vous estimez que Robert Doucet a menti alors? Bon, sur ce point-là, j'ai commencé par ce point-là. C'est faux de dire que le Togo est un État de paix. Le Togo est mêlé à beaucoup de... Faisons attention quand même. Le peuple togolais est un peuple de paix. On parle du Togo, peuple togolais? Le peuple, pas le gouvernement peut-être.
Mais c'est lui, il parlait en tant que représentant du peuple togolais. Je l'admets, si l'on parle du peuple togolais, les populations togolaises, nous sommes bien éduqués. Et je pense que sur ce plan-là, alors on peut lui concéder la qualité, la fidélité de son discours. On parle de paix au Togo quand on sait qu'il y a plusieurs prisonniers qui sont dans les prisons. Ça c'est un premier population point. opprimée. Absolument, j'y venais. Et Sapere Aude, ils ont eu le courage. Faisons un parallèle entre le courage qu'eux ils ont en tenant ce discours-là vis-à-vis de leurs oppresseurs occidentaux. Et c'est pour la bonne gouvernance. C'est pour la bonne gouvernance. Oui, c'est pour la bonne gouvernance au niveau de cette grande architecture-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas permettre aux jeunes Togolais, vieux ou jeunes Togolais, d'utiliser aussi le verbe pour orienter? Ils orientent les grandes puissances dans ce qu'ils auront à déployer comme énergie, comme principe pour la bonne gouvernance mondiale. Alors, il doit permettre, on ne peut pas proclamer la paix et être missionnaire de paix à l'extérieur si on ne l'est pas chez soi. Tous ces prisonniers-là, on a Umolo. On a des gens qui sont renvoyés, qui sont chassés du territoire togolais. On peut appeler ça la paix? Ça, c'est une culture de paix? Non. Et des gens qui, après 28 débats, dialogues, n'arrivent pas à respecter les accords auxquels eux-mêmes ils ont souscrit, mais qui font le contraire et qui vont menacer d'ailleurs les populations. Pourtant, il y a certains panafricains, ceux qui se disent panafricains, ont adjubé ce discours. Que ce soit au Mali, au Niger, on a eu des retours. Hein. Oui, mais il faut prendre distance vis-à-vis, il faut analyser le discours et le confronter à la réalité de la pratique. On parlait de l'acte et la pratique. Robert Doucet est même allé loin, disant que le Togo n'a jamais servi de base arrière pour attaquer un pays, un voisin, que ce soit. Que le Togo n'ait pas servi de base arrière, je donnerai tout simplement les éléments historiques l'ont montré que Eyadema Père était mêlé dans l'histoire de la mort, l'événement de la mort de Thomas Sankara. Et plus loin encore, au Libéria. Au Libéria. Et bon, donc, les écrits sont là, oui, les enquêtes sont là. Les enquêtes sont là. On ne dit rien sans preuve quand même. Et donc quand on prend distance, on colle le discours aux réalités, on se rend compte que c'est un discours un peu qui fait l'éloge du Togo, mais sur la base de rien. Vous avez rectifié en disant, tu as rectifié en disant, et le peuple togolais. Bon, ok, que l'on parle du peuple togolais. Mais je pense que logiquement, on ne peut pas mêler le peuple togolais à des bases arrières, à des bases militaires. Tout à fait normal. Donc la distinction était là. C'est pour ça qu'il faut prendre ce discours-là comme un discours d'État, avec tous ces instruments. Le Togo, un pays de dictature panafricain. Le Togo, un pays de dictature panafricain, je commençais à parler de cela. Le respect que l'on doit aux citoyens en tant que panafricains n'est pas là encore. On peut penser ça comme un idéal. Non, pourtant, il y a beaucoup de Togolais qui tombent dans ce piège-là. Ah mais oui, c'est le manque de réflexion. On a ce beau discours, j'allais dire, excusez-moi, ce beau discours de Robert Doucet, on dit oui, les choses commencent par changer. Oui, le Togo n'a jamais tenu ce genre de discours. Oui, le Togo n'a jamais tenu. L'État togolais, allons dire. Oui, voilà, ça fait au moins une année ou deux que le Togo a commencé par tenir ce discours. Ok. Remarquons que Robert Doucet a écrit peut-être un la politique livre. au Togo. Remarquons, on sait jamais. Oui, remarquons qu'il a écrit il a pondu des ouvrages où on ne voit pas. Les États africains sont malades de la dictature, de la démocratie, ou bien, etc. J'oublie un peu le titre. Où les méfaits du régime togolais étaient inexistants dans cet ouvrage-là. Et moi, je le lis au fait que il y a eu une accointance étroite entre Robert Doucet et
et Faure Gnassingbé, en tout cas, qui fait que, Faure Gnassingbé finance les ouvrages, à financer au moins un ouvrage. On n'est pas africain quand on tente de taire toute voix dissonante au Togo, quand on emprisonne des gens qui veulent quand même parler, dénoncer ce qui ne va pas au Togo, oui. On les emprisonne. Oui. Le cas de Jean-Paul Omolou, même si, entre guillemets, si Jean-Paul Omolou a péché comme ce régime togolais, est-ce qu'il mérite? Non, il ne mérite pas la prison. Il ne mérite pas la prison. Mais beaucoup de gens tiennent des discours plus virulents contre les États, contre l'État togolais même. Mais ils ne sont pas en prison. Nos politiciens, ils disent pas, ils font pas autre chose. Ils dénoncent de façon véhémente le régime aussi. Mais ils n'ont pas, on ne les a pas emprisonnés. Mais de quoi de plus normal et constitutionnellement juste de laisser la liberté aux populations de s'exprimer? Si les politiciens ne peuvent pas faire des manifestations, en plus vous refusez la manifestation aux populations, qu'est-ce qu'il leur reste? L'armée. À un moment donné, l'armée se dira, mais écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, les choses vont mal. Les populations veulent manifester, vous refusez. Ce qui arrive, c'est soit on les récupère et puis ils deviennent des agents troubles dans la cité. Quand on a tout fait pour, dira-t-on, démoraliser, oui. Désabuser, oui. Martyriser son peuple, on parle du panafricanisme. Non, écoute, c'est tout à fait. C'est pour ça que je prends le panafricanisme à ses racines. Le respect dû à l'homme noir. Entre nous, hommes noirs, de la même cité, nous ne pouvons pas nous maltraiter. Et quelqu'un qui tient ce discours-là, il est en faux. N'est-ce pas, il est en faux par rapport au panafricanisme. J'insiste là-dessus. Et c'est une préoccupation intellectuelle pour moi. Les exemples sont pas palpables. Peut-être que des panafricains qui nous suivent pensent que nous sommes des radicaux sur cette antenne de Radio Canal K, Radio Avolete. Mais allez au Togo, vous allez comprendre que ce qui se passe est vraiment déplorable. Valérie Sossoé, je ne vous coupe pas. On tend vers la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur Canal K, sur Radio Avolete. Alors, des discours qui ont émerveillé beaucoup d'Africains. Discours souvenirs des chefs d'État africains à la 78e section de l'Assemblée générale de l'ONU. On est très content de faire ce combat de résistance. Comment retrouver l'Afrique entière avec sa souveraineté? Comment établir un rapport de force? Comment arriver à un contrat gagnant-gagnant? Que direz-vous pour conclure cet entretien exclusif? Les problèmes sont complexes. J'ai entendu un chef d'État dire, écoutez, ce dont on a besoin en premier, c'est la consolidation de la forteresse de nos cités. Ça veut dire quoi? C'est la consolidation de la protection du territoire. Vous ne pouvez pas maîtriser le développement, le déploiement de tout ce que l'État, en tant qu'entité qui doit exister de façon pérenne, vous ne pouvez pas le faire si vous ne protégez pas en premier lieu le territoire. Donc la force viendra du partenariat armé. Partenariat armé nécessairement. Ce qui se fait avec Mali, Russie, Burkina, Russie, etc. Absolument. Que l'on ne nous dise pas qu'on remplace Pierre par Paul. Non, il faut équilibrer. Où est-ce que vous voulez que les États africains qui n'ont même pas d'armes, pendant des années, on leur a interdit de s'approvisionner, sauf pour protéger les princes? Vous voulez qu'ils trouvent les armements, qu'ils trouvent l'armature militaire où? Sinon, par ces alliances-là, entre eux et par ces rapports bilatéraux basés sur la coopération militaire. Et la coopération alors aussi dans d'autres domaines économiques, etc., technologiques. Pour arriver à un contrat gagnant-gagnant. Un contrat gagnant-gagnant. Il faut aussi que les Africains eux-mêmes puissent avoir le courage de dire à Paul,
Ils ont écarté Pierre maintenant, ils veulent en renvoyer Pierre. Qu'ils aient le courage de dire à Paul et l'intelligence, la clarté d'esprit de poser de bonnes bases pour les rapports gagnant-gagnant. Autrement, on va être dégonflé, c'est-à-dire on va que tenir des discours. On va tenir des discours, on va continuer. Et ceux-là avec qui on coopère maintenant, et ils vont grossir leur intérêt, vont faire en sorte que leur intérêt soit préservé, même supplanté. Hein, en qualité et en quantité, en taux, entre guillemets, ce que nous aurons gagné, nous pourrons gagner comme intérêt. Donc, nécessairement, il faut ces alliances-là, nécessairement, il faut, pour établir un tant soit peu rapport de relation équilibrée, rapport de force plus ou moins égal. En tout cas, merci beaucoup, Vari Sossoé. Je rappelle que vous êtes universitaire togolais. Vous animez aussi une émission, une rubrique sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté surtout, qui s'appelle La conscience citoyenne. Vous avez étalé toutes vos idées ici. Ça va continuer dans votre rubrique La conscience citoyenne. Vous êtes aussi président par intérim de CTS, Communauté togolaise en Suisse. Merci à toutes et à tous, vous qui nous avez suivis sur nos chaînes YouTube, Canal K et sur Radio Avouleté. La résistance continue et aidons nos chefs d'État, africains surtout, qui tiennent de bons discours et qui vont tenir, qui vont joindre l'acte à la parole. Et ces chefs d'État ont besoin aussi de nous, peuples, conscientisés. Merci, Avouleté, Kokole, Titinta, bonjour et bonsoir.